Jungle. Allez, bonjour à tous et encore une fois, merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire, c'est sur Sport FM et c'est tous les vendredis à pareille heure dans le nid des éperviers DLN2 numéro 36. Oui, nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour. Et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues. Et toujours ensemble, nous continuons de sonner la mobilisation et d'intensifier la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Au menu, oui, un gros dossier. Un peu plus de 16 ans après la participation historique du Togo à sa première Coupe du Monde de football, le pays continue toujours de se chercher en la matière. Comment expliquer qu'un pays qui a pu disputer 3 Coupes du Monde, toutes catégories confondues, les cadets, les juniors, les seniors, soit encore là à ruminer les problèmes d'organisation, d'administration et de financement et même de gestion de son football? Tenez, le Ghana, qui s'est également qualifié pour la première fois en 2006 en catégorie senior, est aujourd'hui à sa 4e participation au Qatar. Où en est le Togo? La question se pose. Comment peut-on expliquer cette situation? Nous tenterons de comprendre les causes de cet échec bruissant du Togo et de suggérer des approches de solutions pour juguler le mal qui ronge le football togolais. Et puis, Togolais en club, bien sûr, le coup d'œil hebdomadaire sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. Nous aurons également la tranche des auditeurs, à vous l'antenne, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis, dans le nid des éperviers, DLN2, c'est avec la technique Pélagie Mekoum. C'est bien sûr celle qu'on nomme, comme on dit, Aaron Lady. Voilà. À la caméra, comme d'habitude, et l'homme à devant, oui, c'est le suprême. C'est lui qui nous fait voir sur le YouTube, en tout cas les réseaux sociaux. Voilà. Et puis au studio, les chroniqueurs habituels seront là, Franck Nouniama et Angelo Folikwe, pour voilà, la présentation. Appelez-moi Aimé Le Bon Ekpe, DLN2. Voici comment c'est parti. Angelo, bonjour, bienvenue. Salut sportif, Aimé, bonjour à toutes et à tous. Franck Nouniama, salut à toi. Aimé, bonjour chers auditeurs, chères auditrices. On est en forme. On est en forme et on est là avec plaisir. Oui, avec plaisir, avec tout ce sourire, oui, on ne peut pas ne pas être en forme. Alors, je parlais donc de l'histoire, oui, ça fait un peu plus de 16 années, justement, après la participation historique du Togo à sa première Coupe du Monde de football. Ben, le constat, c'est que le pays continue toujours de se chercher en la matière et on se pose beaucoup de questions par rapport à cela. Comment cela se passe? Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi ça ne semble pas marcher? Autant de questions de comment, de pourquoi, de... Je ne sais plus. Il y a certainement les adverbes qui nous manquent, justement pour exprimer le questionnement. Mais Franck, dites-nous, depuis 2006... C'était d'abord l'euphorie à cette époque-là. Oui, 2006, ça a commencé en 2005 avec ce match, on va dire, mémorable, un tout petit peu déjà la victoire sur les Lions de la Teranga ici à Lomé, 3-1. Vous vous souvenez de ces 2 buts magnifiques de Senaya Junior qui faisait, on va dire, qui désorientait les quarts de finalistes du Mondial 2002, souvenez-vous. Oui. Donc, c'était une équipe du Sénégal, bling bling, qui avait des joueurs de très haut niveau et personne n'attendait, on va dire, cette performance de l'équipe togolaise devant les mondialistes. Mais ça a été fait avec Stéphane Keshi que nous regrettons aujourd'hui. Il n'y avait pas à l'époque, paix à son âme, il n'y avait pas des joueurs, on va dire, de renom extraordinaire, à part Emmanuel Adebayor qui évoluait du côté de Monaco, si je ne me trompe pas. Les autres joueurs, on peut les dire, sont des joueurs de seconde zone entre griffes, mais il y avait une détermination. Il y avait en ce moment-là Koubadia Kader, il y avait les Daré, il y avait les Abalo. Mais globalement, lorsqu'on prend l'équipe du Togo, c'est toute une famille, c'est toute une volonté affichée, c'est toute une détermination affichée pour aller de l'avant. Donc, lorsque d'ailleurs le tirage a été fait, personne n'attendait le Togo à ce niveau. Après les 10 matchs des éliminatoires... D'abord, on se disait que le Sénégal allait marcher. Broyer. Le Mali également était dans le groupe. Donc, les fixations, c'était sur les Lions de la Teranga et les Aigles. Personne ne comptait, personne ne misait. Même les Togolais ne misaient pas sur cette équipe du Togo.
Mais à l'arrivée, ça a été fait et c'était, on va dire, la plus belle performance de l'histoire du football togolais. Ce 8 octobre, il y avait eu coupure d'électricité, il y avait la pluie qui s'en est mêlée. Je me souviens, j'étais, on va dire, à Colombe de la Paix, avec toute la foule, avec toute la population. J'aurais regretté de ne pas être à Lomé en ce moment. Ben, moi, j'étais à à Brazzaville. Voilà, parce que vous venez de terminer le match qui qualifiait le Togo pour cette compétition. J'avais vu mon micro arraché dans cette euphorie. Heureusement que j'ai pu le récupérer. Donc, c'était un moment de gloire, j'allais dire de joie et de tout ce qui peut suivre. Mais malheureusement, le Togo n'a pas su capitaliser cette performance historique. Ah oui, les souvenirs, flashback souvenirs, bien sûr avec Angelo, ben voilà, on se remémore cette période glorieuse du football togolais, c'est de 2004-2005 justement, qui qualifiait le Togo pour la Coupe du Monde et c'était quand même extraordinaire. Oui, ça reste quelque chose d'indélébile. Hein. En même temps, à double volet, autant l'euphorie était au rendez-vous, autant également, lors justement de la présence de la sélection à Wangen, on a vu tout ce qu'il s'est passé juste derrière à cause de la question des primes. Et je pense que c'est à partir de là que les vrais démons du football togolais se sont réveillés, se sont emparés des uns et des autres et nous sommes dans cette situation jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est vrai, je pense que dans l'histoire de n'importe quelle nation de football au monde, il arrive une période où, oui, c'est également un moment de gloire pour vous. Il y a un moment où on retrouve une génération dorée, capable de faire de bons résultats. Et cette campagne-là, avec les Koubadja Kader, les chez Emmanuel Adebayor, les Sénéa Junior, oui, ils étaient au rendez-vous et ils ont permis au Togo d'être parmi les 32 nations présentes lors de cette Coupe du Monde. Et ce qui fait certes mal aujourd'hui, la question elle est là. Pourquoi depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on a du mal à se qualifier? Donc le point d'interrogation demeure. On va revenir tout à l'heure pour situer un peu les uns les autres en ce qui concerne les vrais fléaux de ce football togolais aujourd'hui. Justement, nous en parlons. Comment expliquer qu'un pays qui a pu disputer, j'allais dire, 3 Coupes du Monde, toutes catégories confondues, hein, on texte le Togo avait disputé donc la CAN des cadets également en 2007, les juniors en 89 justement au Chili. Oui. Et puis les seniors, nous en parlions à l'instant, donc en 2006. Comment expliquer qu'un tel pays soit encore là à ruminer des problèmes interminables d'organisation, d'administration, de gestion, de financement. Mais prenons peut-être cela un à un. Franck, qu'est-ce qui ne va pas? En 89, par exemple, lorsque nous prenions la qualification des juniors, c'était... on va dire, comme toujours, une surprise. Personne n'attendait le Togo. Il y avait cette phase éliminatoire disputée contre le Maroc. Oui. Et voilà, et le Togo s'est qualifié pour cette compétition. À l'époque, est-ce qu'on parlait vraiment de planification? C'était un peu une qualification qui était un peu tombée, qui nous est tombée déçue. Mais c'était la génération des Bachirou? Des Bachirou, des Kegbalo, d'Apedou Mawena. Il y avait... voilà. Achali Mondom également, ce joueur d'Agaza à l'époque qui finalement a perdu la vie après, paix à son âme lui aussi. C'était également une génération assez intéressante avec des joueurs de devoir, des joueurs de caractère. Afouati et tous les autres. Oui. En 87, je rappelle que c'est en 87. Vraiment, c'était une génération également assez intéressante. Mais comme on le dit, la qualification nous est tombée un peu dessus. On se dit, oui, le Togo est qualifié pour une compétition en Coupe du Monde. J'ai rencontré le général Niofam, qui était le président de la fédération à l'époque. Si je me trompe, il m'avait dit, oui, c'était une génération assez dorée. Le Togo, à l'époque, qui voyait son hymne retentir dans un grand stade, dans une Coupe du Monde de football. C'était la première fois. C'était une première d'ailleurs, mais malheureusement derrière, ce qui doit être fait pour continuer, pour avoir de telles performances,
on a pu le faire. Donc voilà, c'est le travail qui manque, justement. Quand on se qualifie pour de si grandes compétitions, je crois que derrière, il y a des choses à capitaliser, il y a des leçons à retenir, il y a du travail à faire pour vraiment continuer à exceller, à performer, pour retrouver d'autres compétitions. Mais derrière, on ne le fait pas. On s'est qualifié, oui, c'était comme ce slogan de Pierre de Coubertin qui dit « L'essentiel, c'était d'y participer ». Lorsqu'on a une telle vision, une telle philosophie en tête, on se dit oui, bon, on y était, c'est bon déjà. Même pour la suite, si on n'y arrive plus, le Togo a déjà une Coupe du Monde, voilà, enregistrée quelque part. C'est bon, on ne tient pas compte des performances, on ne tient pas compte de la planification, ce qui doit permettre encore de vivre de telles performances pour permettre aux joueurs de s'épanouir, pour permettre au football de se développer. On oublie carrément. Lorsqu'on tombe sur 2007 avec les cadets, on a vu, cette équipe a été championne, vice-championne d'Afrique. Cette finale perdue face au Nigeria. Face au Nigeria, c'était à Lomé que ça a été disputé, cette compétition des cadets. On se rappelle, avec toutes les péripéties autour. En Coupe du Monde, ce n'était pas ridicule comme performance, mais le Togo s'est arrêté au premier tour après avoir perdu contre la Corée, voilà, et d'autres sélections. Donc le travail n'a pas été fait comme cela se doit. Il n'y a pas eu de soutien. Il n'y a pas eu de soutien, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de planification. Et c'est la même chose pour les seniors. À tous les niveaux, c'est le manque d'ambition, c'est le manque de vision qui font que le Togo reste toujours derrière. Problème d'organisation par rapport à tout cela, quand on prend, disons, cette série de qualifications, donc dans les 3 catégories, et que on n'a pas vu comment, justement, le Togo, et pourquoi le Togo n'a pas pu capitaliser sur, disons, ces qualifications. C'est un peu bizarre, Angelo. C'est plus que bizarre, c'est même presque anormal. Beaucoup même peuvent penser comme quoi au Togo on n'a pas de tête pensante, mais je dis non. Il y a des compétences dans ce pays. Et même à l'extérieur, les Togolais sont reconnus comme des travailleurs, des bosseurs, des personnes acharnées, compétentes, capables de donner en tout cas le meilleur d'eux-mêmes. Quand on considère un peu la campagne en Allemagne en 2006, oui. Je me souviens de cette situation encore de la guerre des primes. Je pense que le plus gros souci ou le nœud gordien du football togolais vient de là. Ce manque d'autorité à l'époque pour en tout cas faire entrer les joueurs dans le même rang. Je me souviens qu'il y avait une situation de prime où les joueurs réclamaient forcément d'avoir leur part, leur dû. Ça parlait de 80 millions de francs CFA à l'époque par joueur. Il y a un moment donné, les joueurs certains ont pris 50, il restait encore 30 millions et donc ça a créé beaucoup de bisbilles à la suite et donc à un moment donné, le groupe n'était plus concentré pour faire une belle campagne et à un moment même donné, la FIFA était mécontente à l'endroit du Togo parce que on parle de mondial, de la fête du football, mais nous étions arrivés pour créer des problèmes liés à l'argent. Premier point. Deuxième point, je pense aussi que tous les dirigeants qui sont passés au niveau des fédérations, tout comme au niveau des ministères, il n'y a pas eu cette politique d'évaluation. C'est-à-dire que lorsqu'on vous confie un cahier de charges et à la fin de votre mandat, qu'on prenne le temps de vous écouter, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les recommandations pour qu'on puisse améliorer les choses après. Ça n'a jamais été fait. Combien de fois ici, dans notre pays, vous avez vu un président de fédération voir un ministre des Sports appeler à l'Assemblée générale pour qu'il puisse donner, je peux dire, les comptes ou faire les comptes par rapport à une campagne donnée. C'est rare. Au Ghana voisin, la dernière fois, le ministre des Sports a été convoqué à l'Assemblée générale. À l'Assemblée nationale. Pardon, merci beaucoup. L'Assemblée nationale. C'est ça, exactement. Pour donner les raisons vous pour lesquelles... aller aux élections. Les raisons pour lesquelles le Ghana n'a pas pu faire long feu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Parce que quoi qu'on dise, c'est l'argent de l'État. Et l'État a le droit de regarder un temps soit peu dans l'assiette, voir ce qu'il se passe. Il y a également cette question d'impunité qui existe. C'est-à-dire que vous avez donné un cahier de charge à une responsabilité à quelqu'un de pouvoir diriger une campagne ou une structure, mais derrière, nous ne faisons pas les comptes et derrière aussi, c'est qu'on ne punit pas la personne. Sous d'autres cieux, à un moment donné, si vous n'arrivez pas à donner les preuves du travail fourni, soit on vous donne
un tant soit peu le temps de pouvoir rapidement rassembler les preuves et derrière, on essaie d'établir les responsabilités des uns et des autres, ou soit à un moment donné, on vous coffre, on vous met en prison, histoire que ça serve de leçon aux autres. Mais malheureusement, chez nous, ça n'a pas été le cas. Et puis, pour terminer, je parlerai de la gestion, la mauvaise gestion financière des retombées de ce mondial 2006. Oui. À un moment donné, je pense que de 2006 jusqu'à l'heure où nous parlons, on s'est toujours focalisé sur comment financer les sorties des sélections nationales, notamment la sélection Fagnon. Et on a oublié de donner de la matière à notre championnat, oui, histoire de faire éclore des talents locaux et les voir progressivement intégrer la sélection nationale. Parce qu'à un moment donné, tous les sélectionneurs qui sont arrivés ont fait la politique des binationaux. Et malheureusement, ça n'a jamais marché. Oui, ça ne semble toujours pas marcher. C'est la question, c'est le constat que nous faisons en tout cas. Et eh bien, il faut quand même rappeler que à Wangen, c'est la FIFA qui a finalement volé au secours du Togo, n'est-ce pas? Puisque lorsque le problème s'était posé, où les joueurs commençaient à réclamer cette prime, eh bien, n'ayant pas en disponibilité financière l'argent, mais c'était... en tout cas, c'était une première. Oui, d'abord. La FIFA ne voulait pas voir sa compétition. La FIFA ne voulait pas voir sa compétition foirée. Exactement. Il fallait donc faire quelque chose. Et sur ce qui est dû au Togo, la FIFA a dû rapidement prélever quelque chose pour gérer les 50 millions à chaque joueur. C'est la FIFA qui l'a fait. Oui. C'est pas le Togo. Non, c'est la FIFA, bien sûr. Il faut justement qu'on essaye de comprendre cette situation. Et c'est ça qui a fait que les joueurs ont accepté finalement continuer la campagne. Oui, les joueurs posaient des problèmes, donc de primes, de participation, primes de qualification. Voilà. Primes de qualification et de participation. C'est un peu cela. Oui. Et donc, nous comprenons que ces problèmes n'ont jamais été réglés à domicile, à Lomé, jusqu'à ce que la sélection, jusqu'à ce que, la délégation se retrouve à Wangen. Et à quelques jours du début, on pose un problème. Oh là là, c'était tollé. Qui a secoué le monde du football pour une première fois. Cela n'était jamais arrivé. Voir un match programmé ne pas être disputé dans l'histoire d'une Coupe du Monde. Et ce serait le Togo. C'était la catastrophe. Donc il fallait tout faire pour soigner l'image de la FIFA. Voilà pourquoi, comme vous le dites si bien, cette instance est allée puiser un peu dans ce qui devrait être dû au Togo pour gérer les joueurs, pour que la compétition puisse continuer. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu donc une incompréhension totale dans cette histoire où on avait dit aux joueurs que l'argent de la FIFA était déjà tombé? Oui, je pense que tout est parti de là, comme Angelo le disait il y a quelques secondes, au lieu d'être un peu... C'est vrai, aujourd'hui le football c'est une affaire de business, c'est une affaire de gros sous, tout le monde le sait, mais c'est une situation unique, historique pour le Togo à l'époque, et il faudra peut-être un discours qui soit un discours, qui mette l'honneur du pays devant. C'est vrai, les joueurs ne peuvent pas disputer toute cette compétition sans être, récompensés. Mais il se faisait, ou bien il s'est fait que derrière, il y a eu beaucoup de messages qui sont arrivés dans les oreilles des joueurs. Mais oui, réclamer en même temps, sinon à la fin, on ne vous donnera rien. Voilà, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui les poussaient à aller réclamer tout de suite leur prime avant la fin de la compétition. Sinon, selon ces derniers, ceux qui sont tapis dans l'ombre, mais après la Coupe du Monde, ils auront du mal à rentrer en possession de ce qui leur est dû. Voilà pourquoi tout est parti de là. Les joueurs se sont ligués un tout petit peu contre les dirigeants. Voilà, si on se remémore un peu tout ce qu'il s'est passé, il y avait Adebayor qui avait un niveau, on va dire, assez important dans le groupe, qui n'était pas le capitaine, mais avait un rôle important à jouer. Parce qu'à ce moment, il était déjà
à Arsenal. Arsenal. Oui. Et oui, il prenait la parole. Donc, il a pris du galon. Absolument. Voilà, il prenait y avait la parole pour également. dire, oui, on doit toucher nos primes avant de pouvoir continuer. On se souvient qu'il y avait une délégation qui a quitté Lomé. Je pense que c'est le Premier ministre Edem Kodio, si je me trompe, qui a fait le voyage de l'Allemagne pour aller sans valise financière. Voilà, pour aller gérer cette situation. Et heureusement, la FIFA l'a fait. Mais malheureusement, c'est dommage. C'est dommage pour l'image du Togo et les problèmes ont commencé par là. Problème, j'allais dire, des querelles intestines. On veut avoir tout le pouvoir pour pouvoir gérer l'argent qui doit venir de la FIFA. On ne regarde plus le football qui a permis d'avoir cet argent, mais on regarde directement l'argent. On veut se servir au lieu de servir le peuple. Donc voilà, on n'avait aucune organisation, on n'avait aucune planification. Voilà pourquoi je suis tenté de donner raison à ceux qui disent que oui, c'était une Coupe du Monde qui nous est tombée dessus. Oui, et bien c'est vrai que on n'attendait pas le Togo à ce niveau. C'était une surprise. C'était une surprise mêlée donc à de l'étonnement. Bon, voilà. Mais est-ce que le problème aussi, ce n'était pas que au niveau de la fédération, du bureau exécutif, il y avait déjà donc une situation conflictuelle. C'est ce pourquoi Franck parle donc de querelles intestines. Des gens tapis dans l'ombre. Oui, mais justement, parce que tout est parti donc de ce bureau-là qui a commencé à voler en éclats. À partir donc de Lomé, où il y a donc des suspicions sur le président, tel qui dit, oui, mais écoutez, moi je suis trésorier, mais je n'ai jamais vu donc la couleur de l'argent. Non seulement de l'argent, même du chéquier. Non, ce que vous dites est assez pertinent, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on souvent. Et il y avait déjà cette dissension en interne, et j'estime qu'à ce niveau-là... Qui a explosé. Totalement, aux yeux du monde, parce que c'était peut-être l'occasion ou le lieu ou l'endroit de régler les comptes. Et qui sont ceux-là capables d'être, entre guillemets, des boucs émissaires? Ce sont les joueurs, et notamment les têtes de gondole. Tout à l'heure, Franck évoquait le nom de Cheikh Emmanuel Adebayor. Il y avait également Daré Nibombe. Je me souviens qu'en 2007, juste après le mondial, le Togo devait disputer un match contre la Sierra Leone. Et à l'époque, même les joueurs étaient rentrés encore en grève, disant que sur les 80 millions d'euros, du moment où nous avons reçu seulement que 50, il reste 30. Et si nous n'avons pas nos 30 millions, ça va être chaud. Je cite Nibombe Daré dans une des presses locales ici. Et vous comprenez à quel point le malaise était très profond. Oui. C'est vrai que je reconnais à un moment donné, l'État a fait en tout cas des pieds et des mains pour, on pourra dire, calmer la situation. Le président de la fédération d'alors également a tout fait pour mettre en place une véritable diplomatie pour que les uns et les autres arrivent à se comprendre. Mais aussi, n'ayons pas peur des mots, il y avait une question d'éthique qui n'était pas au rendez-vous. Oui. La question de l'éthique, ça aussi c'est le nœud gordien de notre football. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont là, à qui, en tout cas, ils ont tellement de dossiers, et la seule chose qu'on leur demande, c'est de pouvoir rendre compte de façon transparente. Mais il n'y a rien. Et je me rappelle très bien, pour terminer sur cet aspect-là, les sponsors ou les partenaires qui accompagnaient la fédération, mais attendez, on pouvait certes les compter au bout des doigts, mais la plupart des fonds arrivaient du trésor public. Donc, il était nécessaire pour que ceux qui étaient, en tout cas, au niveau de la gestion des fonds, de rendre compte, mais malheureusement, il y avait cette opacité-là autour de cette gestion. Voilà pourquoi, à un moment donné, et ceux qui étaient tapis dans l'onde et les joueurs ont profité pour semer la zizanie. Oui, zizanie, tout a explosé donc à Van Gen. Et puis le tollé, tout le monde se dit, mais quel est ce pays-là? On a donné donc finalement tous les noms. Togo, ça veut dire il faut partir très vite. Il faut partir très vite parce que non, mais écoutez, dès qu'on a été éliminé, c'était un ouf de soulagement. Donc au niveau de la FIFA et tout le reste.
déjà lorsqu'on jouait le premier match et que Kader a marqué son but, on commençait déjà au niveau de la FIFA à se dire non mais ils vont encore rester, mais pour faire quoi? Il faut tout faire pour les renvoyer. Le mal de tête va continuer. Mais parce qu'ils se demandaient mais à quelle sauce on sera mangé si jamais le Togo se qualifie pour un second tour. Si on a pu réclamer donc jusqu'à 80 millions, eh bien, si on passe au second tour, est-ce qu'il ne réclamerait pas 200 millions? Voilà, donc autant de questions. Bon, écoutez, pour rigoler, mais en tout cas, la situation était claire que le départ ou l'élimination du Togo à ce premier tour était un ouf de soulagement pour le monde entier. Et même le Togo était devenu donc la risée. On ne peut pas dire mieux, Franck. Oui, vous ne pouvez pas s'attendre à autre qualificatif que celui-là, parce que là, cette histoire de Wangen a fait le tour du monde et que, oui, ça, on va dire, sali. On peut le dire, n'hésitons pas, ne lésinons pas sur les mots, salit l'image, l'honneur du pays. Et d'autres sont partis même à l'époque jusqu'à dire si le général Eyadema était encore en vie. Est-ce que cette histoire, j'allais dire, ce folklore qu'on a organisé à Wangen aurait pu être fait? La question reste posée parce que nous ne pourrons pas parler aujourd'hui, mais nous connaissions quand même la rigueur et de l'homme et puis la façon dont il tenait à l'image du pays. Donc, on s'est demandé, on s'est posé beaucoup de questions et depuis, le Togo n'a jamais, on va dire, pu se relever d'une telle situation parce que là, comme on l'a dit et comme quelqu'un l'a dit il y a une semaine ici, j'espère qu'on va encore l'écouter, qu'on n'était pas préparé pour aller à cette Coupe du Monde et que oui, tout le monde réclamait de l'argent de gauche à droite, tout le monde savait désormais qu'il y avait de l'argent qui venait dans le football, on attendait les primes, les ristournes pour se les partager. Et à partir de ce moment-là, chacun voulait faire un peu comme cette chanson d'Alpha Blondy, « Ôte-toi pour que je m'y mette ». Donc, on voulait quand même chasser celui qui est là pour pouvoir contrôler les choses. À partir de ce moment-là, il y a une certaine guerre, il y a une certaine querelle de personnes qui n'a rien arrangé. On ne savait même pas qu'on sortait d'une Coupe du Monde et qu'il fallait changer la façon de penser. Désormais, à partir de ce moment-là, le football est changé d'habitude. On a continué comme on le faisait, on a continué à faire une gestion au jour le jour, sans rien calculer, sans rien planifier. Donc aujourd'hui, oui, le Togo est en train, on va dire, de payer, on va dire, pour cette façon de faire, pour ce manque de savoir-faire. Et depuis, ça suit. Ça suit le foot togolais et personne n'a réussi à peut-être changer la tendance, à redresser la barre, on va dire. Mais voilà, vous l'avez évoqué, en tout cas, ce quelqu'un dont vous parliez, c'est bien sûr l'ancien joueur et dirigeant Alex Anthony, que nous avions déjà écouté donc, ici, il y a de cela une semaine, et qui avait eu des propos très, très pertinents. On va encore réécouter justement. Il disait justement que le Togo n'était pas préparé pour cette qualification à la Coupe du Monde de 2006, et il avait donné ses raisons. Alex Anthony, que je vous propose d'écouter encore une fois. Nous n'étions pas préparés à aller à la Coupe du Monde. Désolé de le dire comme ça. Mais quand ça vient, on va refuser. Voilà. C'est arrivé. Maintenant, il faut gérer l'après. C'est après Coupe du Monde que les Togolais ont découvert qu'il y a des milliards dans le football. Ah bon? Oui, et les coups bas ont commencé. Avant la Coupe du Monde, personne ne savait. Ils savaient, mais bon, c'est la Coupe du Monde qui a révélé cela. Et qu'il y a des perdièmes ou bien des ristournes qui sont tombés. Alors il faut faire partie le président de la fédération, il faut que celui-là arrive, on le fait partie des coups bas, des pétitions. Tout ça, on n'a pas géré. Qu'est-ce qu'on voulait à la fin? C'est de l'argent. Et on a laissé le football là qui a ramené l'argent, on l'a laissé de côté et on se querellait pour de l'argent. Maintenant, nous sommes là, le football est dans, on ne peut plus aller à la Coupe du Monde. Mais regardez, le Togo était qualifié en 2006 à la Coupe du Monde avec le Ghana et la Côte d'Ivoire. Où est le Togo aujourd'hui? Où est le Ghana? Où est la Côte d'Ivoire? Vous voyez? Donc on n'a pas su gérer l'après-Coupe du Monde et jusqu'à aujourd'hui, on n'y arrive pas. Vous allez voir que chacun crée son club dans son quartier, espérant qu'un joueur va exceller et il va avoir de l'argent. Si nous courons derrière l'argent, nous ne l'aurons pas. Il faut former les jeunes. Dès qu'il va arriver à un niveau, toi-même tu verras. Donc je crois qu'un grand problème,
C'est ça. Voilà, c'est ce que disait donc Alex Anthony, et c'est justement ce sur quoi donc on s'appuyait tout à l'heure. Le problème, c'est que l'argent, à un moment donné, a investi le milieu et tout le monde a compris que pour se sucrer, il faut venir au football, il faut devenir dirigeant, il faut devenir ceci ou cela, il faut être donc à la tête de la Fédération togolaise de football, ou alors il faut être ami du président, il faut être ceci, il faut être cela. Oui, mais tout était bon, justement. L'essentiel, c'est d'arriver donc à empocher quelques sous, et voilà, parce que simplement, on a compris que le milieu est investi par l'argent. Et il a dit, si bien dit, Angelon, le Ghana qui s'est également qualifié pour la première fois en 2006 en catégorie senior, est aujourd'hui à sa 4e participation au Qatar. Mais où en est le Togo? On connaît très bien la place du Togo. Depuis 2006, oui, certes, on a participé à des campagnes pour des mondiaux, mais malheureusement, à l'arrivée, nous connaissions tous le résultat des courses. Pas plus tard que celle, justement, du Qatar que l'on a disputée. Oui, on a été... on pourra dire plus ou moins content de voir comme quoi le nouveau sélectionneur a réussi à faire quelques matchs et quelques résultats. Et comme toujours, on a commencé déjà à croire que c'était des résultats super intéressants et comme quoi on pouvait peut-être, pourquoi pas, aller au mondial. C'est le Sénégal en tout cas qui méritait de passer. Et justement, ils sont à cette Coupe du Monde. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on doit pleurer sur notre sort. Non, pas du tout. Pas du tout. Comment on fait son lit? On s'y couche, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui est en tout cas réel, c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on fait le football comme il se doit? Je l'ai toujours dit, le Togo n'est pas un pays de football, mais un pays de footballeurs. Et quand ça va continuer dans ce même sens-là, où certes l'État va faire sa part, et peut-être, Dezio, on aura les meilleurs textes au monde, ou encore qu'on aura l'argent qu'il faut pour développer le football, tant qu'on n'aura pas des gens capables d'avoir l'esprit d'éthique pour gérer ce football-là, on sera toujours au même endroit. Franck? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il a touché les points saillants. Il a été simple, mais précis et touché à les problèmes qui minent le football togolais par rapport à cette Coupe du Monde. Pour lui, Alex Anthony, oui. Le Togo n'y était pas préparé, pour aller, on va dire, sur le gratin mondial. On sait que une Coupe du Monde, c'est le sommet. Il n'y a pas plus grand que la Coupe du Monde. Et le Togo, petit pays de l'Afrique de l'Ouest, qui a surpris le monde entier en se qualifiant devant le Sénégal, devant le Mali. Le premier surprise, c'est bien les Togolais. Voilà, et même devant le Mighty Zambia, ou bien les Chipolo Polo de la Zambie. Voilà, tout le monde s'est étonné. Et là, voilà, on sait que oui, on va à la Coupe du Monde. Comment est-ce qu'on s'est préparé? C'était, voilà, pas dans les conditions normales. Maintenant, lorsqu'on est arrivé sur les lieux, il y avait tous les problèmes que vous savez. Donc aujourd'hui, je pense qu'il l'a dit, l'argent a tout bouleversé. Et le football qui apportait ou bien qui fait gagner cet argent, on l'a oublié, on l'a mis de côté. Tout le monde est focalisé désormais sur ce qu'on doit gagner. On est amis avec le président de la fédération parce que lorsqu'on prend la fédération dans son ensemble, là-dedans, il y a des marchés. Il faut pouvoir peut-être prendre une part de ces marchés-là. Il faut être ami du président pour avoir ses bonnes grâces, pour bénéficier de certaines faveurs, C'est tout ça. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui si on ne change pas de mentalité, si on n'arrête pas d'être complaisant, si on n'arrête pas d'être approximatif, si on n'arrête pas, on ne met pas fin à la gestion au jour le jour. Si on ne met pas la personne qu'il faut à la place qu'il faut, je pense qu'il y a du travail à faire et le Togo aura du mal à retrouver encore un 8 octobre 2005. Ce jour-là où le Togo s'est qualifié de façon historique et que tout s'est arrêté, on va dire, et que ce peuple togolais a tout bravé pour aller saluer, pour aller faire la fête dans les rues. On aura du mal à encore vivre ça. Il faut travailler comme les autres le font, pas dans la complaisance, pas dans la corruption, pas dans la gestion au jour le jour. Mais écoutez, avec cette série de si, on ne réussira jamais à construire Rome. Hein. Et encore moins Lomé. Bon, voyez-vous. Mais
À qui la faute finalement, Angelo? Est-ce que c'est à l'État? Est-ce que c'est aux dirigeants sportifs? Est-ce que c'est aux hommes de la FTF? Est-ce que c'est aux joueurs? Est-ce que c'est aux supporters? Est-ce que c'est aux journalistes? Est-ce que ma question? Elle est là, elle est bien posée, c'est à tout le monde. On commence d'abord par le sommet, l'État. Vous savez, aujourd'hui, quand on sillonne un peu les pays qui, excusez du peu, n'ont pas forcément le vécu footballistique du Togo, vous vous rendez compte que les grandes et fortes décisions viennent d'en haut. Et donc, derrière, on a des conseils spéciaux autour qui vont sur le terrain, qui tâtent du doigt les réalités et qui pondent des projets à long terme. Je m'explique très bien, des projets à long terme. Je ne sais pas pourquoi, lorsque les présidents de fédération arrivent, on leur fait confiance, c'est vrai. On se dit, tiens, non, ils ont le background nécessaire, la connaissance nécessaire, la gestion administrative et puis financière au rendez-vous, mais ils n'arrivent pas à mettre, par exemple, des plans quinquennaux chaque 5 ans en disant, tiens, avec la direction technique nationale, voilà ce que nous sommes capables de faire jusqu'à telle période. C'est ça la planification. On n'en a pas. Ben écoute, c'est pas sorcier. Aujourd'hui, si vous voyez le Maroc pratiquement avec leur club dans les meilleures compétitions, que ce soit féminin, que ce soit masculin, mais soyons pas étonnés, à un moment donné, il y a eu un gros plan Marshall qui a été mis en place pour la construction, par exemple, de 99 terrains synthétiques. Ce n'est pas rien pour permettre à ce que les enfants puissent évoluer sur des infrastructures dernier cri. Mais si on n'arrive pas à s'offrir ce genre de conditions de travail, n'espérons rien de bon. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure à qui la faute. Je pense aussi que la fédération reste une délégation de pouvoir. Et donc, quelque part, ceux qui arrivent à la tête de ces fédérations-là doivent être des personnes de probité morale assez... voilà, c'est très important. Ce que nous disons est très, très important. Ce qui fait que lorsque ce dernier va poser en place ou bien mettre sur la table un plan ou un certain projet, ça serait crédible. Et au niveau de l'État, au niveau du ministère, ce sera facilement accompagné. Et derrière, il y a des comment dit-on, le mot m'échappe un tout petit peu. Ben, le problème aussi, Angelo, de savoir, est-ce que quand on va aux élections au niveau de la fédération, est-ce qu'on vote, disons, par rapport à un programme ça ou aussi, par rapport à... Bon, voilà. Ça aussi, c'est un autre problème. Voilà pourquoi je voudrais toucher du doigt les acteurs également. À part le président ou bien le COMEX, il y a les acteurs, les présidents de clubs. Oui. Eux aussi sont responsables de la situation que nous vivons aujourd'hui. Les fameux dirigeants dont nous parlons. Oui, lorsqu'il s'agit d'aller à des élections où, par exemple, il y a 2 listes en lice, malheureusement, c'est là où il y a beaucoup plus de liasses de billets que l'on s'aligne. Et non, on ne vote pas du tout le programme qui est mis en place, la formation des jeunes, la formation des encadreurs, la direction technique à mettre en place, les directeurs techniques régionaux que l'on doit mettre en place, la collaboration, la coopération à faire avec les instructeurs FIFA de l'autre côté. Tout ça, on ne le voit pas. Aujourd'hui, on ne se contente que de ses poches. C'est en cela que revient encore une fois la question des intérêts personnels. Et chaque fois que l'on va toujours parler des intérêts personnels dans notre football, sincèrement, ce sera une navigation à vue. Oui, alors on avait parlé également donc d'infrastructures. Et justement, Alex Anthony en a également fait cas. Franck, avant donc de vous donner la parole, je voudrais donc qu'on écoute encore une fois notre guide, Alex Anthony, qui parle donc de problèmes des infrastructures. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? C'est les infrastructures. On ne peut pas former les joueurs dans nos conditions-là. Il faut qu'au niveau du gouvernement et ensemble, tous les acteurs du sport togolais, en général, il faut que nous nous engagions pour qu'il y ait un bon résultat. Et ça doit commencer par le gouvernement, le ministère. Il faut qu'il y ait des terrains dans toutes les grandes villes de Lomé et qu'il y ait des formateurs. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer quelqu'un en stage. Le plus important, c'est de faire venir un connaisseur pour former les techniciens ici. Sur place. Voilà. Parce que si on veut, on ne peut pas envoyer 50 entraîneurs en Europe. Mais on peut faire venir un connaisseur de l'Europe pour former 50 entraîneurs ici. Et avant chaque saison. Il le faut forcément. Avant chaque saison, il faut recycler les gens. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Je crois que si on commence par là,
ça va amener quelque chose. Je crois que, voilà, je vais parler encore une fois de la planification, mais aussi de la stratégie. Parce qu'on a toujours l'impression que, que pour être un bon entraîneur, il faut aller à l'extérieur. Franck? Oui, parce qu'on se dit que là où le football se pratique le mieux, c'est quand même là-bas, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont, lorsqu'on regarde un peu les performances de leur sélection ou bien comment leur championnat est organisé, on se dit que oui, c'est là où ça se fait de mieux. Il a dit, il faut la formation. C'est très important. Très important. Les infrastructures, parce que ça aussi, c'est une condition sine qua non. Il n'y a rien à dire. Il faut la formation des formateurs, il faut former les acteurs. En début de chaque saison, il a dit, c'est très important pour que tout le monde soit quand même, on va dire, dans le rythme des nouveautés, soit quand même au parfum des dernières, on va dire, réglementations, des dernières lois qui gouvernent le football. Il a touché du doigt la question des infrastructures. C'est même vital pour le développement du football dans un pays. Lorsqu'on prend par exemple aujourd'hui le Bénin, on ne cessera jamais de le dire, le Bénin, quoi qu'on dise, n'a pas les mêmes vécus que le Togo en matière de football par rapport aux performances du Togo. Mais le Bénin se réveille aujourd'hui et commence par passer devant le Togo. Quand on prend cette volonté quand même du chef de l'État Talon d'aller construire 22 stades dans 22 communes, c'est quand même quelque chose. On l'a dit, aujourd'hui, l'État on va dire, est vu en premier. Pourquoi? Parce que la fédération n'est qu'une délégation de pouvoir. Pour que la fédération puisse avancer, puisse faire ce qu'il y a lieu de faire, c'est que l'État doit se dire, d'ici 5 ans, je dois avoir un certain nombre d'infrastructures. Lorsque vous prenez par exemple ce que fait Fawzi Lekja au Maroc, il ne se réveille pas pour le faire. C'est parce que quelque part, il a la bénédiction du roi qui lui donne tous les moyens. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez le football féminin au Maroc, c'est combien par année? 3 milliards. 3 milliards pour le football féminin. Rien que pour le football féminin. Et ici, 3 milliards, c'est pour tous les sports. Comment voulez-vous que ça puisse se développer? On ne fera pas de miracle. Mais dans tous les cas, le Maroc est plus grand que le Togo. Oui, le Maroc est plus grand, on ne refuse pas. Nous mettons du doigt sur la politique sportive. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on se dise, qu'on regarde un tout petit peu du côté du football, parce que à un moment donné, je me dis que c'est comme on jette de l'argent par la fenêtre. C'est comme si l'argent que l'État sort souvent pour la préparation des éperviers, surtout, qui constituent des centaines de millions, c'est comme si ça ne dit rien à personne. Il faut suivre tout ça, il faut vérifier, il faut capitaliser tout ça en mettant, on va dire, une planification sérieuse et rigoureuse en place, pour que cet argent, qu'on n'ait pas l'impression que c'est jeté par la fenêtre. Il faut que cet argent puisse apporter quelque chose. Sur les dernières journées FIFA, on est revenu avec plus de questions, plus d'interrogations. Ça veut dire qu'on n'a rien fait pratiquement. Donc on aurait pu rester à la maison. Oui, et peut-être donner ces 500 millions peut-être aux clubs qui en ont besoin pour faire un championnat classique de 30 journées. Ça va beaucoup apporter. Donc aujourd'hui, l'État en premier, rien à dire, doit revoir sa politique, son enveloppe pour le sport, surtout pour le football. Et de l'autre côté, la fédération également doit pouvoir être rigoureuse dans sa gestion, dans sa vision, dans sa façon de faire les choses. Pas de complaisance. Il faut être rigoureux à tous les niveaux et faire les choses comme il se doit. Et de l'autre côté, la presse également, parfois, est tendancieuse. Dithyrambique. Voilà, on n'arrive pas à dire les choses telles quelles, je le reconnais. Mais la plus grande responsabilité aujourd'hui, c'est au premier décideur, c'est-à-dire l'État et puis la fédération. Il n'y a rien à dire. Alors, Angelo, est-ce qu'on peut encore sauver ce football? Si oui, en quoi faisant? Oh oui, il y a encore de l'espoir. Je pense que il serait très très important que le premier responsable du pays, le chef de l'État, soit entouré de très très bons conseillers spéciaux, des conseillers en sport capables de lui proposer
des plans Marshall, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une certaine période et qu'il voit également la pertinence là, de ces projets. Je pense qu'avec ça, ça pourrait petit à petit apporter quelque chose. Il y a quand même le ministère qui est là. Bon, pourquoi le ministère ne peut-il pas jouer ce rôle efficacement? En dehors du ministère, le président peut avoir un conseiller spécial. Oui, en dehors. Mais voilà, est-ce qu'il en dispose? C'est la grande question. Point d'interrogation. On sait qu'entre-temps, Bernard Ouala avait joué ce rôle. Oui. Mais j'aurais aussi appris qu'entre-temps que Christophe Tchao également a été son conseiller spécial en sport. Bon, on attend. Bon, là, ce que vous dites aussi, ça peut être un palliatif en attendant. Question d'espoir, oui, parce que le Togo ne doit pas, en tout cas, être cette nation-là classée dernière dans la sous-région. Indépendant depuis 1960, mais jusqu'à présent, le Togo, en tout cas à ma connaissance, n'a pas encore abrité une CAN. Oui, mais parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Oui, justement. Donc, du moment où le chef de l'État, et puis quand on sait le gouvernement, on a cette envie-là d'être mieux représenté à l'extérieur, d'avoir une bonne image, je pense que... Ça passe également par le sport. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire aujourd'hui. Excusez du peu. Il n'y a pas plus politique que le sport en réalité. Hein. Mais attendez, c'est un bras très, très, je dirais, indispensable. La FIFA en sait quelque chose. La CAF également en connaît des choses. Mais malheureusement, ça ne décolle pas. Et vivement, notre souhait, c'est que vraiment à ce niveau-là, ça puisse être mis, je peux dire, dans les grandes décisions à venir. Et c'est ce qui fait mal. Pour rebondir un tout petit peu sur un aspect d'Alex Anthony qui parlait de la formation des encadreurs. Oui. À l'époque de Voulé Frititi, paix à son âme, dans nos recoupements, on nous faisait comprendre, on nous faisait même savoir qu'il y avait ces coopérations qui existaient, par exemple, entre le Togo et l'ancien URSS, où des entraîneurs chevronnés venaient séjourner ici au Togo et pour recycler, transmettre leur savoir-faire à nos encadreurs. Je pense que ça peut encore continuer, d'autant plus que le Togo à l'international est un pays respecté, que ce soit avec le Canada, la France, le Japon, la Chine. Voilà des pays qui ont en tout cas, je peux dire, la science sportive, d'abord en matière d'infrastructure. La Chine, elle est très, très développée tout comme le Japon, mais en matière également de transmission pédagogique et tout ce qui est quand même sportif, la France et le Canada restent des exemples. Je pense que si on arrive à orienter les regards vers là, ce serait bien. Pour terminer en disant que souvent, lorsque vous rencontrez des personnes du gouvernement ou ailleurs, lors des colloques ou des séminaires, vous diront que, mon cher ami, je te comprends bien, mais le sport n'est pas une priorité au Togo. Donc voilà pourquoi, pour le moment, ça ne décolle pas. Oui, c'est bon, voilà. Et c'est pourquoi Alex Anthony, notre guide du jour, dans un de ses propos, il parle plutôt d'école de la gouvernance. Il faut aller donc à l'école de la gouvernance et c'est ce qu'il propose. On va l'écouter pour ça. Savoir plus. Sur le plan management, ils ont créé l'école de la gouvernance. Je crois que c'est un grand pas. C'est un grand projet, de façon qu'avec le temps, au niveau des clubs, il faut qu'il y ait un grand manager pour qu'on puisse faire des choses professionnellement. Aujourd'hui, c'est celui qui a l'argent qui est le président du club, même s'il n'a pas de projet pour le club. Parce qu'il peut payer, à la fin du mois, il peut acheter 2 jeux de maillot. On ne prend pas un club comme ça. Il faut avoir un projet pour le club. Voilà, il faut avoir un projet pour le club. Ça commence toujours par les clubs avant d'arriver donc au haut niveau qui est donc les différentes sélections au niveau de la fédération, bien entendu. Donc il faut avoir de la gouvernance et c'est pour ça que depuis quelques temps, nous parlons toujours de la professionnalisation qui devait venir d'abord des clubs parce qu'il ne faudra pas attendre qu'il y ait un décret qui disent, bon voilà, à partir d'aujourd'hui, nous faisons donc du professionnalisme, mais il faut commencer par professionnaliser sa gestion, et c'est ça aussi le problème auquel on est souvent confronté. Et on attend, on a dit, oui, à partir de 2023-2024, on va jouer donc le championnat professionnel. On attend donc cette date-là, et on sera encore une fois surpris comme d'habitude. Oui, voilà. Et on sera surpris et étonné justement que la date arrive et qu'on n'est pas encore prêt, Franck. Oui, on a parlé de juillet 2023. Mais la question qui se pose, est-ce que les clubs s'apprêtent pour cette date, c'est ça, pour cette échéance? La grande interrogation. On ne voit rien venir. Au niveau de la fédération elle-même, est-ce qu'elle pose justement les bases pour aller vers cette professionnalisation? Difficile de le dire. Peut-être que quelqu'un viendra parler ici pour nous donner les derniers détails. Là, parce que tout part des clubs.
Si une sélection doit être, on va dire, performante, ça dépendra des clubs parce que les joueurs sont appelés pour vraiment performer en équipe nationale. Si le club est négligé, si le club n'est pas performant, ça va vraiment déteindre sur la performance de l'équipe nationale. Et puis depuis, on a oublié de parler du rôle prépondérant. Même si on a parlé de planification, il faut insister sur la direction technique nationale. Oui. Parce que là, aujourd'hui, nous ne voyons rien venir. Ne voyons rien venir parce que la philosophie, de ce côté-là, la vision de jeu, tout part de là. C'est la direction technique qui doit définir que, oui, pour avoir de bons défenseurs, il faut prendre des joueurs venus du Nord. Pour avoir des joueurs techniques qui dribblent, qui savent créer, il faut prendre des joueurs qui sont au Sud. Parce que souvent, ça compte également. Quand on veut prendre, on va dire, les morphologies imposantes, souvent, ça se retrouve, on va dire, dans la zone nord du Togo, des gens qui sont puissants, résistants. Tout cela, il faut que la direction technique fasse la détection pour savoir vraiment qu'est-ce qui est bon pour le Togo. On ne voit rien de tout ça. On ne voit rien de tout ça, en tout cas, pour terminer donc, sur cet aspect donc, des solutions. On parle donc de la direction technique nationale qui doit être réorganisée, n'est-ce pas? Et je crois qu'on a fait le tour donc de tout ceci. Un mot peut-être sur cette direction technique pour qu'on passe à autre chose très rapidement. Non, vivement que les lignes bougent. On le dit tout le temps. On le dit tout le temps, vivement que les lignes bougent à ce niveau, parce qu'après tout, c'est la cheville ouvrière de toute la politique sportive nationale. Donc à ce niveau-là, on attend simplement que la ligne bouge. Voilà, donc maintenant, on va donc à l'autre rubrique, le Togolais en club. Un coup d'œil rapide sur l'actualité des Togolais qui évoluent à l'étranger. On va retrouver Angelo Folikouin pour quelques points. Oui, de bonnes nouvelles, en tout cas pour 3 joueurs, notamment Kevin Denke qui inscrit un doublé avec son club Cercle Bruges. Ce jeune Kevin. Il est en forme en tout cas. C'est l'homme du moment. C'est l'homme du moment, doublé en Coupe de Belgique et permet à son club. N'arrive pas toujours à voir. Ah oui. Et il permet justement à son club de filer en 8e de finale de cette compétition. On rappelle qu'il a prolongé avec le club brugeois jusqu'en 2026. Plaka Fessou est déclaré champion de Biélorussie avec son club de Shakhtar Soligosk. Ils ont terminé premier du championnat là-bas. C'est une bonne nouvelle pour l'international togolais. Même bonne nouvelle également pour Serge Nuadji, vainqueur de la Coupe du Kazakhstan avec son club. Premier trophée dans la carrière du Togolais. Et nous restons sur le continent, cette fois-ci avec Agoro Ismaël, avec son club. Certes, ils ont fait deux buts partout dans le championnat éthiopien, mais il n'a pas marqué, mais il a quand même disputé toute la rencontre. Ate Youssif, lui également, il fait partie du nid des éperviers avec le TP Mazembe. Il est arrivé à jouer la seconde période de ce match et le club quinois est en Coupe CAF, la phase de poule, terminant avec Tchakei Marouf de l'AS Vita Club, buteur sur coup franc avec son club et qui permet justement d'arracher l'égalisation pour le club de l'AS Vita Club. 2 buts déjà marqués pour l'international togolais. En tout cas, merci encore une fois, Angelo, pour ce parcours très rapide donc l'actualité des Togolais expatriés, on va le dire ainsi, et ça nous amène donc à l'autre pan de la chose. Bien, ok. On va aller très vite avec, bien sûr, la tranche des auditeurs. Nous avons donc quelques minutes donc, à accorder à ces auditeurs, naturellement, avec le premier qui donc, est en ligne. Bonjour. Oui, c'est Rachid. Rachid, oui. Oui, je salue tout le plateau. Merci. Oui, ça va. Oui, c'est un peu le problème actuellement. Notre problème est que comme on s'est qualifié, et les gens ont su qu'il y a de l'argent au sein du football. Tout le monde veut être le président de la Fédération togolaise de football. Même si la personne n'a pas la compétence, il veut être. Et les gens veulent être aussi les journalistes des sports. Vous voyez, tout ça là, ce sont des manquements qui font qu'on n'arrive même pas à trouver une solution à notre football en général. Maintenant, nos dirigeants, ceux qui sont à la tête de ce pays, n'ont pas un projet, une politique sportive. Pour eux, ils mettent des gens au ministère des Sports, pourtant, ils n'ont pas la compétence. Ils viennent là-bas, ils se disent, OK, fais ce que nous on te dit de faire. On met les gens à la fédération,
fais ce que nous on te dit, n'écoute même pas la population. Aujourd'hui, le Ghana est à sa 4e participation à la Coupe du Monde. Nous, on n'est qu'une seule participation et on se contacte de ça. Et tout le temps, si on est là, on dit on n'arrive pas à participer à la Coupe du Monde. Mais franchement, c'est honteux. Ça fait honte. Vous avez fait un travail. On a vu comment on vous a remercié. Et que Dieu n'a qu'à pardonner ceux qui ont en train de faire du mal à ce football togolais. Bonne émission. Merci Rachid donc pour votre intervention pertinente justement qui essaye de poser également le problème comme on l'avait fait donc tout à l'heure. Je crois que ça nous a permis quand même de faire un tour d'horizon de tout ce qu'il y a donc dans ce football depuis 2006 où le Togo n'arrive plus donc à se qualifier. Le dernier auditeur, bonjour. Bonjour monsieur. On vous appelle? C'est Épervier. Ah, c'est Épervier, comment? Ça va? Ça va. On va aller très rapidement, oui. Et le plateau. Oui. On fait notre lit, on se couche. Oui, ça c'est un proverbe qui vient ajouter pour que ça aille devant. Il est comment le lit? Non, le lit là, il n'est pas normal à se coucher. Ah, d'accord. Il y a trop de déchets sur ça. Ah, il y a trop de déchets sur le lit? Oui, il y a trop de déchets sur ça. D'accord. Donc, le lit n'est pas normal à se coucher. Mm-hmm. On a qu'à revoir. Mais si c'est en France ou bien en Amérique, on peut aller trouver un bon lit. Mais on a les bons lits en Afrique aussi. Mm-hmm. Et le gouvernement, il faut qu'il nous aide. Le gouvernement n'a qu'à nous aider. Tout ce que vous êtes en train de parler là-bas, tout le monde a compris. Mais il n'a qu'à nous aider. Là-bas aussi, c'est une autre part. C'est une autre autorité. Là-bas, les gens trouvent le travail là-bas, c'est fini. Ils ne pensent plus d'une travail encore. Mais si ça aussi s'insérer, s'il y a une opportunité de lancer les papiers, tout le monde va aller se loger là-bas. Merci. Donc, on n'a qu'à faire là-bas, là, tout le monde, d'autres vont trouver le boulot là-bas. Merci beaucoup. Merci Épervier et qui a fait donc ses approches imagologiques donc avec le lit et c'est sur ce fait justement que nous terminons cette émission en disant juste merci. Angelo, merci Franck. Ça a été un plaisir. Merci également à Elam, à Devon et merci naturellement à la princesse des lieux justement Pélagie. Je m'appelle Aimé Lebon, c'est avec plaisir qu'on va se retrouver vendredi prochain. Au revoir.